Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Nous rencontrons cette semaine Christine Sioui Wawanoloat chez elle, dans la communauté abénaquise d'Odanak, située non loin de Trois-Rivières. De père Wendat et de mère abénaquise, Christine Sioui Wawanoloat a notamment été coordonnatrice du Festival des films autochtones de Val-d'Or, directrice des programmes du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or et chargée de projet pour le Musée des Abénakis à Odanak. Depuis plus de 50 ans, Christine Sioui Wawanoloat est surtout connue du public pour sa pratique artistique multidisciplinaire foisonnante. Elle écrit des textes jeunesse, des nouvelles, du théâtre et de la poésie. Dans le domaine des arts visuels, elle se consacre notamment à la peinture, à l'illustration et à la sculpture, mais crée aussi des bijoux. Dans ses œuvres, Christine Sioui Wawanoloat prend délibérément le parti de l'espoir et de la joie, qu'elle exprime par un trait limpide et des couleurs éclatantes. Fascinée par le symbolisme et les mythologies, elle invente des personnages porteurs de sens, de profondeur et de légèreté. L'art de Christine Sioui Wawanoloat nous ouvre ainsi les portes d'univers vastes et lumineux. Au micro de Catherine Égaud, Christine Sioui Wawanoloat évoque son parcours d'artiste tout-terrain céleste, peut-être extraterrestre, qui a choisi d'incarner l'espoir et nous invite à découvrir ce qui n'existe pas. Christine Sioui Wawanoloat, bonjour. Quoi? Ça veut dire bonjour en abénaki. Oui, parce qu'on est ici à Odanak, chez vous. À Odanak, chez moi. Mais vous êtes née à Wendake. Ah, ça fait longtemps, en 1952. Je suis née dans un village qui s'appelait alors le village des Hurons. Maintenant, ça s'appelle Wendake. Parce que votre père était Wendat. Tout à fait. Et votre mère abénakise. En effet. Vous avez quitté Wendake très jeune parce que votre père est mort. J'étais bébé, j'avais 5 semaines. Donc, j'ai dû arriver ici à l'âge de 2-3 mois, j'imagine. Et votre famille maternelle était une famille d'artisans? La famille de ma grand-mère, du côté des femmes, c'était des vannières qui fabriquaient des paniers durant l'hiver pour aller les vendre aux États-Unis et ici au Québec. Est-ce que c'était les paniers de frêne traditionnels? Ah, c'est le frêne noir qu'on utilise pour faire des longs rubans de bois. Et c'est traité, les vannières s'en servent, elles les taillent, elles fabriquent des paniers. Enfin, dans le temps, quand ma grand-mère était jeune, les artisanes, c'était surtout des femmes qui faisaient les paniers. Alors, ça pouvait être des paniers de toutes sortes de formes. Et puis, progressivement, c'est devenu... je pense que ma grand-mère faisait des paniers utilitaires, en général. Mais elle a fait ça presque toute sa vie. Est-ce que ce métier-là existe encore? Il y a quelques femmes, des jeunes, mais c'est pas généralisé, là. Et vous, vous êtes une artiste, vous avez étudié au Collège Manitou, qui a une existence très courte, mais vous avez été dans les quelques cohortes que le collège a diplômées. Comment est-ce que c'était à l'époque? Je ne suis pas diplômée. Ah, vous n'avez pas obtenu le diplôme? Non, aucun. Non, je suis allée 1 an au niveau collégial, 1 an en anglais, mais je n'ai pas reçu de diplôme parce que je n'ai pas terminé, parce que je suis partie en Californie. Puis je suis revenue presque tout de suite, après quelques semaines. Et là, j'ai travaillé au Collège Manitou dans l'imprimerie Thunderbird Press. Parce que j'avais suivi un cours de photographie. J'étais photographe d'imprimerie et graphiste aussi. J'ai appris sur le tas à l'imprimerie. J'ai puis illustratrice. Comment c'était au Collège Manitou? C'est le premier collège autochtone, en fait, du Québec? Oui. Maintenant, il y a Kiuna? Il y a Kiuna, oui. Ici, à Odanak. Comment c'était? Ben, c'était bien. Je vous parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et ça remonte au début des années 70. C'était bien. On était dans la vingtaine. On était des jeunes enthousiastes.
Moi, j'aimais bien le collège parce que j'avais des bonnes notes pour une fois dans ma vie. Parce que ça m'intéressait, oui, parce que j'aimais pas l'école. Mais là, j'aimais ça et je réussissais bien dans mes cours. Donc, au collège Manitou, vous avez étudié les arts? J'ai étudié l'histoire, la comptabilité, le théâtre et la fabrication des bijoux d'argent. Puis vous avez étudié à Montréal aussi? À Montréal, c'était l'école de photographie moderne. Alors vous êtes devenu photographe, graphiste, journaliste pour des publications autochtones dans beaucoup d'endroits différents, hein? Ottawa, Iqaluit et Val-d'Or. Ensuite, vous avez été la première coordonnatrice du Festival des films autochtones de Val-d'Or. J'étais engagée pour organiser un festival de films. C'était le premier, je pense, au Québec, festival de films autochtones. Et j'étais engagée pour organiser ce festival. J'étais jamais allée dans un festival de films de ma vie, mais je me disais, ça doit pas être si compliqué que ça. En effet, c'était pas compliqué du tout. Et j'ai organisé le festival. Et puis, à côté de la salle de projection, c'était une grande salle d'exposition. J'ai organisé une exposition d'œuvres d'art et d'artisanat. Est-ce que le cinéma vous a déjà tenté? Le cinéma, j'aurais aimé écrire des scénarios pour le cinéma. Pour la télévision, j'ai écrit quelques scénarios pour un dessin animé. J'en ai écrit trois scénarios. J'ai écrit 2 pièces de théâtre. Et des nouvelles aussi? J'ai écrit des nouvelles qui sont publiées dans un livre qui s'appelle Tsutare, cette histoire contemporaine. Puis j'ai collaboré avec d'autres auteurs femmes dans un livre qui s'appelle 11 essais sur la beauté. Et l'autre livre collectif, ça s'appelle 5 éclats de siècle au féminin. Et j'ai une histoire dedans qui s'appelle Sopi et Swazik. Et puis des livres illustrés pour enfants? Ah oui, plein. Ça vous en avez produit beaucoup, hein? Ah oui. Oui, il y en a certains dont je suis l'auteur, et il y en a d'autres que ce sont des auteurs différentes, parce que c'est surtout des femmes, que j'ai illustrées. On va revenir sur votre carrière d'artiste, mais en 1985, vous êtes devenue directrice des programmes au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Qu'est-ce que vous faisiez comme directrice des programmes? Je faisais des demandes de subventions avec des projets qu'on avait élaborés. Et puis, après ça, je mettais le projet en marche. Par exemple, un projet d'apprentissage de menuiserie. Des projets communautaires, des soupers communautaires, des choses comme ça. Et aussi, j'avais fondé un petit cahier qui donnait des nouvelles. Donc, ça s'appelait le cahier du centre. Et j'écrivais des articles toutes les semaines dans le journal local. Et puis, je faisais des petites émissions de radio et après à la télévision communautaire. Tout ça pour faire connaître les cultures autochtones. Vous avez aussi travaillé pour Femmes autochtones du Québec? 10 ans presque. 10 ans, oui. D'abord, on m'a engagée pour m'occuper du dossier de la violence familiale. Et j'aimais pas le titre de violence familiale. Je l'ai changé pour la promotion à la non-violence. Parce que c'était plus juste pour moi. La violence familiale, ça limite un petit peu dans l'imagination. Donc j'ai changé pour promotion à la non-violence. Ce qu'on faisait, c'était des recherches pendant 3 ans, au bout desquels on faisait un gros colloque provincial. Donc, en 10 ans, nous avons organisé 3 colloques sur la promotion à la non-violence et la justice. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans la situation? Vous avez été là 10 ans, c'est quand même une bonne période. Il y a toujours de la violence familiale, mais peut-être que ça a aidé à conscientiser les gens. Parce qu'à chaque fois, il y avait des publications, il y avait des invités qui étaient des pionniers dans leur travail. Il y avait par exemple des policiers qui venaient
donné des conférences lors de ces colloques-là. Il y avait des travailleurs sociaux, il y avait vraiment toutes sortes de professionnels. Donc, c'était assez intéressant. Vous avez aussi travaillé pour Terres en Vue. Vous avez été coordonnatrice à Terres en Vue. Pas coordonnatrice, j'étais chargée de la communication. Agente de communication. Agente de communication. Et puis, chargée de projet au Musée des Abénakis. Ça, j'ai adoré ça. Ah ouais. J'ai quitté Femmes autochtones du Québec pour aller vers un milieu plus culturel. Donc, Terres en Vue, c'était plus culturel, naturellement, parce que Terres en Vue est un diffuseur des cultures autochtones à Montréal. Et puis, quand je suis revenue ici, vivre à Odanak, j'ai été engagée par le musée, d'abord pour organiser une exposition sur la mort. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis après, j'ai été engagée comme chargée de projets. J'ai fait des expositions virtuelles, par exemple, ce genre de choses. Et puis, j'ai quitté en 2015. Tout ce temps-là, vous avez maintenu votre pratique artistique? Oui, je l'ai maintenue en faisant des contrats, mais donc c'était pas ma principale activité. Je faisais ça le soir, les fins de semaine. Mais oui, je l'ai maintenue tout ce temps-là. Vous avez 50 ans de vie artistique? Au plus maintenant. Plus maintenant. Chaque année, on en ajoute. 52, oui. Oh, oui, parce que vous continuez, bien sûr. Je continue toujours. Ouais. Ouais, j'ai jamais arrêté. Vous faites de la sculpture? La sculpture, des petites sculptures, parce que je suis pas installée pour faire des grosses sculptures. Mon studio, mon bureau studio est petit. Donc, tout ce que je peux faire, c'est... récemment, j'ai fait une toile de 7 pieds par 2 pieds. Mais c'est toute une installation. Et donc, je fais des petites choses, des petites sculptures, et puis des tableaux qui sont pas très grands, excepté quand j'ai une commande comme ça, mais 7 pieds sur 2 pieds, c'est assez grand. Et c'est fait pour être installé autour d'un garde-fou sur un balcon dans une salle à Québec. Donc c'est public? C'est public. C'est dans une salle publique. C'est public. Et le sujet, j'aime bien avoir des sujets que je connais pas. Ça me fait apprendre des choses. C'est la violence épistémique. C'était nouveau pour moi, ce terme-là, la violence épistémique. C'est la violence imposée par les colonisateurs sur les peuples autochtones partout dans le monde, naturellement. Mais c'est imposer sa philosophie, sa religion, l'éducation sur les peuples autochtones. Donc, c'est imposer des pensées étrangères. C'est la violence épistémique. Confluent rencontre, Christine Sioui Wawanoloat. Dans votre pratique artistique, vous faites de l'art visuel, on vient de parler de la sculpture, des bijoux aussi, des marionnettes, des masques. Oui. Et tout ça tourne beaucoup autour de la mythologie et du symbole. Pas tout ça, absolument. Quand je fais des œuvres plus personnelles, je peux m'inspirer des mythologies Wendat et Abénakis, par exemple. Qu'est-ce qui vous fascine dans les mythologies Wendat et Abénakis? C'est la dimension spirituelle. Par exemple, le personnage de Mishabo, qui est un grand lièvre, c'est une divinité solaire qui aurait été représentée comme un grand lièvre. Et c'était commun au peuple algonquien sur la côte du nord-est, donc ici. Et c'est lui qui aurait inventé le Midewewin, qui est une forme de spiritualité autochtone. Donc, c'est un personnage important qui est tombé dans l'oubli. Ici, en tout cas, on dirait que on l'a déplacé vers l'ouest. Et il y a les Ojibwe qui ont Nanabozo comme héros culturel et spirituel, qui est représenté comme un grand lièvre. Mais Mishabo aurait aussi créé le monde avec un grain de sable. Et je sais que chez les Algonquins, les Anishinabés, certains racontent encore la légende de la création du monde avec un grand lièvre qui était sur un radeau. Donc, c'est ce qui me fascine dans
La mythologie, c'est son aspect spirituel et mystérieux. Vous avez dans votre site web une citation de Paul Valéry qui dit « Que serions-nous donc sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Oui, oui, j'ai beaucoup aimé ça parce que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas? Et ce qui n'existe pas, pour moi, se trouve dans notre imagination, se trouve dans nos pensées invisibles. C'est le monde de l'invisible et les artistes peuvent le matérialiser. Donc, ce qui n'existe pas m'aide à vivre personnellement en faisant des pièces d'art et en écrivant des histoires. Mais ça finit par exister, vous leur donnez une existence alors à ces choses. Ça finit par exister, mais avant c'était dans l'invisible, c'était le monde invisible, le monde spirituel. Dans vos peintures et dans vos illustrations, ce qui frappe, c'est les couleurs très vives. Ah, je les aime, ça fait vibrer les couleurs, c'est la vie. Les couleurs, mais je m'habille pas beaucoup en couleurs. Par contre, dans mes œuvres, c'est très coloré. Est-ce que c'est de la joie aussi? Les œuvres que je fais, j'aime bien qu'elles soient lumineuses et qu'elles apportent de la joie et de la beauté. Je ne vais pas faire des œuvres tristes ou noires parce que ça ne me plaît pas. Et je crois qu'il y en a beaucoup d'artistes qui font exactement ça. Et bon, c'est très bien. Mais moi, je refuse de faire ça, excepté si on me le demande absolument. Pour une illustration, j'ai déjà fait des illustrations un peu tristes pour illustrer un guide sur la violence familiale. Mais j'ai toujours essayé de mettre aussi de l'espoir dans mes illustrations. Donc chez vous, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un parti pris d'espoir que vous avez? Toujours. Oui. Quand vous avez préféré parler de non-violence plutôt que de violence familiale chez Femmes autochtones du Québec, ou quand vous dites même un sujet difficile, je préfère le mettre dans des couleurs vives. Est-ce que c'est une décision que vous prenez? Absolument. Je me creuse les méninges pour créer le plus possible un environnement visuel plein d'espoir et optimiste. Est-ce qu'il y a l'idée d'inspirer les gens avec ça? Je pense que je réussis à inspirer les gens. Même avec ma poésie, ça inspire les gens. Donc avec le visuel, ça inspire les gens. Il y a une jeune artiste, une jeune femme qui s'est inspirée de mes œuvres dans une exposition à Québec pour faire elle-même un spectacle. Et ça l'a vraiment touchée. Ça vous comble, ça, de transmettre aux gens par vos œuvres? Ça me comble parce que en plus, les gens les interprètent comme ils s'imaginent. Pour eux, ça représente quelque chose qui m'est totalement étranger parce qu'il y en a qui viennent me dire « Ah, j'ai vu cette œuvre-là, ça m'a tellement touchée, ça m'a fait pleurer. » Parce que ça représente telle et telle chose. Et moi, quand j'ai créé cette œuvre-là, ça représentait pour moi, par exemple, une lune qui chante ou quelque chose comme ça. Mais pour d'autres personnes, ça représente quelque chose de tout à fait différent que je me serais jamais imaginé. Mais c'est comme ça. Les gens sont libres d'interpréter une œuvre comme ils veulent. Ça les touche. C'est ce qui compte. Vous avez parlé de poésie, puis vous dites vous-même les images sont des poèmes composés de lignes et de couleurs. C'est aussi clair que ça pour vous, le lien entre poésie et les images, oui. Les images, c'est des lignes, c'est de la couleur. Et la poésie, on voit des images dans la poésie aussi. Donc, c'est une autre forme visuelle. Par l'écriture, on peut s'imaginer plein de choses. Par exemple, si j'ai un poème sur... je parle de la nature, des arbres, mais je les vois. Je vois la forêt, je vois des couleurs, je vois plein de choses. Quand je lis, parce que moi, j'aime lire des romans, et le roman, c'est comme un film. C'est dans mon imagination, je vois les personnages. Donc, c'est la même chose avec les poèmes.
De toutes les formes d'art que vous pratiquez, puis vous en pratiquez beaucoup, quelle est celle qui vous semble la plus fructueuse pour semer l'espoir? Visuel, tableau, sculpture et couleur. Pourquoi? Parce que ça dépend du sujet, naturellement. Et si c'est un sujet abstrait, il y a quelque chose qui vient chercher les gens en voyant les couleurs et les formes dans cette image, qui vient les toucher. Et une fois, il y a une femme, quand j'étais à Femme autochtone du Québec, j'avais fait une couverture de revue, et il y a une femme qui m'a téléphoné, une vieille femme, et puis elle m'a dit que l'image l'avait sauvée du suicide. Parce que, et je me souviens même plus, ça fait longtemps, je me souviens même plus qu'est-ce que c'était comme image, mais elle, ça l'avait tellement touchée, elle pensait au suicide cette journée-là, et puis elle a vu la revue avec l'image que j'avais créée, et ça lui a fait changer d'idée. J'en revenais pas. Mais c'est comme ça que les artistes peuvent toucher les gens avec leurs œuvres. Confluent rencontre Christine Siwi-Wawanoloat. Vous avez une autre citation dans votre site qui est de Joseph Follier qui dit « Bienheureux celui qui sait rire de lui-même, il n'a pas fini de s'amuser ». Oui, parce que je me prends pas au sérieux. Je me prends pas au sérieux parce que il faut être humble devant ses créations. Comme je vous disais tantôt, les gens les interprètent comme ils veulent. Quand vous laissez aller les images ou les histoires ou les poèmes dans le monde, ça vous appartient plus vraiment. Ça appartient à ceux qui les regardent, qui les lisent et qui en font leur espoir, ou parfois ils peuvent être totalement indifférents. C'est la nature des choses. Je vais vous poser une question impossible. Est-ce qu'il y a une de vos œuvres que vous estimez la plus marquante ou dont vous êtes la plus fière, dont vous pensez qu'elle laissera le plus de traces? C'est difficile à dire parce qu'il y a des œuvres que j'aime beaucoup qui ne sont pas vues par le public, donc ça ne peut pas laisser beaucoup de traces, mais que j'aime beaucoup, moi, parce que j'y ai travaillé avec beaucoup d'imagination et d'amour. Il y en a beaucoup, en fait, qui pourraient laisser des traces. Des fois, c'est des traces juste parce que c'est beau. Donc, c'est l'esthétisme. Puis, d'autres fois, c'est symbolique. En ce moment, il y a une exposition à Shawinigan avec mes œuvres, 25 de mes œuvres. Et puis, le commissaire de l'exposition, qui est Louis-Carl Picard-Sioui, voulait absolument que 2 œuvres soient posées face à face pour montrer ma dualité dans les 2 cultures, Wendat et Abénakis. Donc c'est une œuvre qui s'appelle Souvenez-vous de moi, et c'est une phrase d'un artiste, Passamaquoddy, que j'ai pas connu, mais que j'ai connu à travers ses œuvres et qui m'a inspiré. Par exemple, le lièvre. Je fais souvent des lièvres et c'est lui qui m'a inspiré ça, et c'est à cause de lui que j'ai fait ma recherche sur Michabo, le grand lièvre. Donc, je lui ai fait une œuvre avec un lutin Abénaki. Lui, il avait fait un lutin Passamaquoddy. Moi, je lui ai rendu hommage en faisant un lutin, mais dans mon style. Et j'ai mis ça sur une grande chemise. C'est assez volumineux, ça mesure comme mes bras, j'imagine, je sais pas moi, 50 pouces, comme ça à peu près. Et puis ça, c'est tout décoré avec des perles, puis avec du nacre, c'est joli. Et puis ça, c'était pour le commissaire, c'était l'œuvre Abénakis. Mais l'œuvre Wendat, c'est encore sur une grande branche, c'est un collier qui est fait de grosses perles de verre, mais vraiment des grosses perles, et puis du nacre, et puis au milieu, il y a une tortue
qui est très joli, qui est très stylisé. Et ça s'appelle le collier d'Atantic. Atantic, c'est la femme qui est tombée du ciel et qui a été sauvée par des oiseaux qui l'ont amenée sur la Grande Tortue. Et elle a habité sur la Grande Tortue qui est devenue l'Amérique du Nord. Donc ça s'appelle le collier d'Atantic. Et ça, c'est 2 œuvres qui sont assez grandes et que je considère significatives par le symbolisme. Vous dites que pour le commissaire Louis Carl Picard-Sioui, l'une représente votre ascendance Abénakis et l'autre votre ascendance Wendat. Est-ce que vous le vivez comme ça? Est-ce que vous sentez une double ascendance en vous? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Parce que ça m'ouvre aux 2 cultures, parce que la culture Wendat, c'est une culture iroquoienne. La culture Wabanaki, c'est une culture algonquienne. Donc, ça m'ouvre, il me semble que ça m'ouvre plus d'horizons culturels. Qu'est-ce que vous retirez de l'une et de l'autre? La mythologie, la culture spirituelle, la culture matérielle, et tout ça, c'est tout ça. Quand je m'inspire d'autres cultures autochtones, je le mentionne. Je mentionne l'origine. Mais j'aime aussi les extraterrestres. Alors, dans cette exposition Shawinigan, il y a 4 œuvres, 3 séries de petits tableaux qui sont des extraterrestres. Comme par exemple, il y a une famille d'extraterrestres et c'est des profils tout colorés. Et il y a 3 moines extraterrestres. Ça s'appelle les moines oiseaux. Et il y a aussi un clown extraterrestre. Donc, j'aime jouer avec ces choses-là. J'invente des personnages. Des gens comme les autres, quoi. Des moines, des clowns. Moines, des clowns, mais extraterrestres. Extraterrestres. Qu'est-ce que vous aimez chez les extraterrestres? J'aime que je puisse les imaginer comme je veux. Je ne veux pas d'extraterrestres avec des gros yeux, puis une tête très ronde et tout ça. Je les fais très colorés. C'est parce que extraterrestre, ça veut dire que ça vient de l'imagination. Pour moi, je fais ça pour le plaisir. C'est ce qui n'existe pas et sans qui on serait rien du tout, c'est ça? C'est ça. Merci Christine Sioui Wawanoloat. Ça m'a fait plaisir. Un immense merci à Christine Sioui Wawanoloat de nous avoir accueillis chez elle dans la communauté abénakise d'Odanak. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.